8h18, le petit déjeuner politique ce matin. Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou, maire de Garenne-Colombes et candidat à l'investiture des Républicains pour la présidentielle. Oui, Philippe Juvin, bonjour. Bonjour. On va parler de votre programme pour LR, évidemment, puisque vous êtes candidat à l'investiture. On va parler aussi d'Emmanuel Macron et du pass sanitaire, de ses annonces hier. Puisque vous êtes médecin, professeur de médecine, Emmanuel Macron, hier soir, il avait une voix un peu étonnante. Vous, alors, diagnostic Vous savez, secret médical, moi je ne peux rien dire. Non, mais quand même. Plus sérieusement, peut-être qu'il fait beaucoup d'annonces, ça doit être ça. La voix est cassée après beaucoup d'annonces, vous savez. Ah, voilà, c'est ça, quoi. Non, mais en fait, je ne sais pas. Je lui souhaite un bon rétablissement. C'est de la laryngite ou quelque chose comme ça? Je n'en ai aucune idée, il avait la voix cassée. Alors, est-ce que vous avez entendu un président ou un futur candidat hier soir? Ah bah très clairement, il est candidat. On voit bien qu'il a pris la parole à propos, c'était officiellement sur l'épidémie, pour faire des annonces. Je crois que la majorité du temps de l'intervention n'était pas du tout sur l'épidémie, mais sur les prochaines propositions. De toute façon, depuis maintenant 2 mois, il ne cesse de sortir le carnet de chèques, il ne cesse de promettre, de déverser des millions, voire des milliards, on se souvient de Marseille. Donc oui, il est en campagne. De toute façon, qui peut prétendre le contraire? Oui. Et est-ce que, alors, vous trouvez que c'est un abus, entre guillemets, un peu de pouvoir, d'utiliser en fait l'épidémie pour ensuite parler d'autre chose? Moi, je ne veux pas polémiquer. Vous savez, c'est pas mon caractère. J'observe toutefois que moi, qui suis maire, si je commençais à faire des dépenses publiques inhabituelles 6 mois ou 1 an avant l'élection municipale, mon élection serait invalidée. Donc là, je trouve que c'est un peu cavalier dans les 6 mois qui précèdent l'élection, déverser de l'argent public, qui en plus est de l'argent à crédit. Parce que je vous rappelle que quand aujourd'hui l'État vous fait un chèque, c'est un chèque qu'il va vous demander un jour de rembourser, puisque c'est de la dette, en toute impunité. Là, oui, je pense qu'il y a un sujet de vertu politique qui n'est pas vraiment hier soir, il n'y avait pas d'annonce en fait pour le carnet de chèques. C'était beaucoup plus sur programmatique, quoi. Oui, alors oui, vous avez raison. Sauf quand même, on a parlé qu'on allait faire des centrales nucléaires, qu'on allait investir. Enfin, il y a quand même des annonces. Oui, alors pour revenir quand même au sanitaire, la 3e dose obligatoire liée au pass, en tout cas pour les plus de 65 ans et ensuite les plus de 50 ans. Est-ce que c'est justifié selon vous? Écoutez, moi je regarde les choses depuis le début de l'épidémie, j'essaye de ne pas faire le devin, mais de regarder les faits et de ne pas donner mon opinion. J'observe que manifestement au mois d'août, les gens qui étaient en réanimation, c'était des gens qui n'étaient pas vaccinés, et que depuis le mois d'août, on a de plus en plus de gens qui ont été vaccinés il y a longtemps, donc une immunité qui s'épuise, voire des gens qui n'ont eu qu'une seule dose de vaccin parce qu'ils avaient eu la maladie quelques mois auparavant. Donc oui, il y a manifestement un épuisement de l'immunité conférée par le vaccin et ou la maladie. Ça se voit dans toutes les études et donc c'est logique de faire une 3e dose. Tous les papiers internationaux le prouvent. Donc là, le président a eu raison de pousser à la 3e dose. Moi, je le soutiens. Vous savez, je suis très tranquille. Je suis candidat à la présidentielle, mais je vous dis quand il dit des choses sensées, moi je le soutiens. D'ailleurs, je l'ai soutenu hier soir. Bon, d'accord, mais alors pourquoi ne pas me permettre aussi dès maintenant, dans ces conditions, si je suis votre raisonnement et celui d'Emmanuel Macron hier, l'accès aux plus de 50 ans pour la vaccination, puisque ça s'épuise. C'est pas très logique. En fait, tout ça. Ça dépend en fait de la date de la dernière injection. Les moins de 50 ans, ce sont des gens qui souvent ont été vaccinés il y a moins de 6 mois. Et donc la règle que nous sommes fixés aujourd'hui et qui est assez corroborée par des données scientifiques, c'est de considérer que dès lors que la dernière injection est à moins de 6 mois, on peut encore attendre. Oui, bon, c'est ça. Mais oui, mais alors, pour les plus de 50 ans qui ont fait leur piqûre, par exemple, en mai, juin, etc. Alors, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, on va y arriver. Mais ça veut dire qu'on n'est pas organisé encore aussi pour... c'est ça il est certain qu'on voit très bien qu'il y a toujours, depuis le mois de janvier, une question logistique, avec une difficulté. Mais vous savez que, par exemple, y compris sur les plus de 80 ans, on est, je crois, 13% des plus de 80 ans n'ont toujours pas la vaccination d'1 ou 2 doses.
Donc on a encore un sujet logistique qui n'est pas réglé. Et moi, j'appelle depuis maintenant plusieurs semaines à ce qu'on mette la gomme sur l'administration du vaccin à des gens très âgés qui n'ont pas encore. Nous sommes très en retard en France. Et les traitements qui arrivent aussi. Alors les traitements, il y a des traitements qui vont arriver, qui sont des traitements par la bouche, c'est-à-dire pas une injection, donc c'est plus facile, qui coûtent extrêmement cher et qui ont une efficacité uniquement si on les prend d'une manière très très précoce. Donc il ne faut pas, et je le dis là parce que le commentaire fait après les commentaires du président de la République sont un peu extrêmes. Il ne faut pas attendre une révolution des traitements. À l'heure à laquelle je vous parle, les traitements dont on disposera sont des traitements qui seront très chers, qu'on ne donnera pas à tout le monde et qui ne seront efficaces que si on les prend tout de suite. Donc attention, l'arme ça reste le vaccin. L'hôpital a été évoqué un peu, de quelques mots hier soir. Oui, de quelques mots, malheureusement. Bien entendu, aujourd'hui il y a un problème majeur. Nous avons 10 à 20% des lits en France qui sont fermés. Pourquoi ? On a dit 6%. Non, mais enfin, le Conseil scientifique, la note du 5 octobre, qui est publique, il faut la lire, dit 15 à 20% des lits fermés. Le Conseil scientifique nommé par le président de la République, 15 à 20% des lits aujourd'hui sont fermés en France parce qu'il nous manque des infirmières et des aides-soignants. C'est absolument inconcevable qu'on n'ait pas formé des infirmières et des aides-soignants. Je vous rappelle qu'une infirmière, c'est 3 ans de formation. Ils sont au gouvernement depuis presque 5 ans maintenant. On aurait pu largement former des infirmières. Premier point. Deuxième point, et le Conseil scientifique le dit aussi, l'état psychologique du personnel et de fatigue du personnel hospitalier est catastrophique. Il y a un travail qui est aussi cité par ce travail du 5 octobre. 60% du personnel de réanimation en France aurait aujourd'hui des troubles anxieux ou dépressifs. Ça signifie qu'on est dans une souffrance extrême. Moi, j'en témoigne. Dans les services, les gens sont fatigués, usés, n'en peuvent plus. Et tout ça, il faut le prendre en compte. Ma crainte, c'est s'il y a une reprise soit de l'épidémie, soit simplement la grippe saisonnière, eh bien on n'y arrivera pas. Parce que d'un côté on n'a pas de lit, on est déjà à la limite de la submersion, et de l'autre les gens sont crevés. Philippe Juvin, vous êtes candidat aussi à l'investiture LR, vous avez participé au premier débat avant-hier face à vos concurrents, Éric Ciotti, Valérie Pécresse, Michel Barnier et Xavier Bertrand. On vous a senti dans une position de sage, si je puis dire. C'est-à-dire vous ne voulez pas cristalliser, cliver en fait les débats? Non, mais moi je crois que la politique, c'est d'abord mettre sur la table des faits. C'est bien, il faut avoir des opinions, mais les faits, c'est encore plus important. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Par exemple, quand on dit qu'on va diminuer le nombre de fonctionnaires, eh bien moi je veux qu'on m'explique. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, je veux qu'on m'explique comment. Est-ce qu'on va diminuer le nombre d'infirmières, d'aides-soignants, de policiers, de juges? On voit tout ça n'est pas possible, tout ça n'est pas souhaitable. Et moi je suis, c'est vrai, le candidat qui dit aujourd'hui nous ne pouvons pas nous payer le luxe de baisser le nombre de fonctionnaires. Il faut au contraire renforcer la fonction publique en prenant des fonctionnaires qui sont dans les bureaux et en les mettant, je parle des postes budgétaires bien entendu, au contact des gens. Donc c'est vrai, il y a des différences entre nous. Moi je les assume, je suis le candidat des services publics renforcés, modernisés, efficaces. Oui, c'est ça, parce qu'on dit déjà que la dépense publique est quand même énorme, et il y a de la dette publique, et qu'il y a il y a trop de fonctionnaires globalement. Vous dites non? Je dis qu'aujourd'hui, la plupart des enfin pas la plupart, c'est faux, mais trop de fonctionnaires sont dans des postes qui ne sont pas au contact de la population. Or la population en a besoin. Je prends cet exemple. Est-ce que vous croyez qu'à 85 ans ou à 90 ans, on peut demander à quelqu'un sans aucune difficulté de remplir sa feuille dématérialisée d'impôt? Moi, je ne crois pas. Je crois que nous devons garder des contacts sociaux. Je crois que nous devons avoir des gens au guichet. Je crois que nous ne pouvons pas abandonner les gens devant des machines. Et donc, on a un sujet majeur, c'est que les services publics, c'est un élément à la fois d'équité sur le territoire. Tout le monde doit avoir accès au même service, ce qui n'est pas le cas. Il y a des endroits où il n'y a pas d'hôpitaux, il y a des endroits où il n'y a pas de bureau de poste, il y a des endroits où il n'y a pas de policiers, et il y a des endroits où il y en a. Ça, ce n'est pas normal. Mais la fonction publique, quand elle fonctionne, c'est aussi un élément de prospérité. Pourquoi? Parce que quand vous avez une école qui fonctionne, eh bien 20 ans plus tard, vous avez des ingénieurs et des scientifiques qui fabriquent des vaccins. Quand l'école ne fonctionne pas, vous n'avez pas de vaccin 20 ans plus tard. Le service public, c'est ça aussi. La réforme des retraites, Emmanuel Macron l'a repoussée, finalement. Vous êtes favorable à quoi? C'est indispensable. La réforme des retraites, avec la réforme des impôts de production, ce sont les deux réformes qui vont permettre de pouvoir recréer de la richesse en France. Et je m'arrête une minute là-dessus. Il y a eu un débat entre nous sur comment redonner du pouvoir d'achat. Mais vous savez, le pouvoir d'achat, c'est pas magique. Il n'y a pas d'argent magique. Pour redonner du pouvoir d'achat aux gens, il faut que la France soit plus riche qu'elle n'est aujourd'hui.
Les solutions qui consistent à prendre un peu d'argent là et à le remettre là, ce ne sont pas des solutions. Ça n'augmente pas la part générale de la richesse en France. Moi, je veux augmenter la richesse générale. La richesse générale, elle augmente grâce à la réindustrialisation du pays. C'est ma proposition sur produire plus en France grâce à une réforme des impôts de production et à la réforme des retraites. Le système, c'est-à-dire la réforme des retraites, c'est-à-dire travailler plus longtemps. Deux choses. Je pense qu'il faut travailler jusqu'à 65 ans à l'horizon 2030. Et je pense Sauf que vous avez vu, ça ne vous a pas échappé. Il y a plus de 55 ans qui ne travaillent pas. Il y a une grande majorité parce qu'on n'en veut plus dans les entreprises. On n'en veut plus dans les hôpitaux. Bien entendu. Deuxièmement, il y a une question de formation. Nous devons former les gens tout au long de leur vie, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Et troisièmement, nous avons un système de financement des retraites qui appauvrit les retraités, ceux qui cotisent et le pays. Je pense qu'il faut une part, minoritaire au moins au début, bien entendu, de financement par capitalisation, un peu ce que vous avez fait avec l'assurance vie si vous avez un contrat d'assurance vie, à titre individuel, qu'on le fasse au niveau collectif. Nous devons mettre de l'argent de côté, le placer, qui produise des intérêts, et c'est ça qui permet aussi de verser des rentes aux futurs retraités. Philippe Juvin, est-ce que l'immigration est un des sujets majeurs aussi de cette campagne ? Bien entendu, c'est un sujet majeur. On voit bien qu'il y a de la cristallisation des sujets. L'immigration massive est responsable d'un certain nombre de maux, MAUX. Au fond, la vraie question de l'immigration, c'est sommes-nous capables d'accueillir correctement ? Sommes-nous en capacité d'accueillir avec des emplois, avec des logements ? On voit bien que nous sommes arrivés à un niveau où ce n'est pas possible, et donc il faut que nous fixions des quotas et que nous définissions nous-mêmes qui peut venir sur le territoire. Que ça ne soit pas une simple décision de quelqu'un qui décide d'entrer sur le territoire et d'y rester, ce qui est le cas actuellement. En dehors de vous, qui est le favori chez les LR, selon vous ? Je ne sais pas, il y a encore 3 débats. Je pense que le premier débat était intéressant et montre qu'il y a de vraies différences entre nous. Et en même temps, qu'il y a une capacité à bâtir une équipe. Vous voyez, c'est sur ces deux aspects-là. Est-ce que, et je demande aux gens qui nous écoutent de réfléchir à ça, est-ce qu'il y a un autre parti politique en France qui a autant de gens capables d'assumer des responsabilités nationales que les Républicains aujourd'hui ? Je ne suis pas certain. Merci Philippe Juvin, donc chef des urgences à Pompidou, et puis surtout donc candidat à l'investiture LR pour la présidentielle, d'avoir été ce matin l'invité de Sud Radio. Et à 8h45, dans les grands débats, Stanislas Guérini sera avec nous, un député de Paris et délégué général d'En Marche. On fera un point sur le débrief des annonces d'Emmanuel Macron. Restez avec nous, il est 8h30.